Merci Patrick, merci à tous d'être là. Donc effectivement, moi je travaille pour Juristes pour l'enfance. Vous avez déjà, je crois, certains d'entre vous entendu Aude Mirkovic, qui est la porte-parole de l'association. Et donc Juristes pour l'enfance, comme son nom l'indique, est une association qui réunit principalement des juristes, des magistrats, des avocats, des professeurs d'université ou des professionnels de l'enfance et qui sont investis au service du bien commun, notamment pour défendre la cause des enfants, et qui essaie de remettre le juste au cœur du droit. Là, je fais une toute petite page de publicité. Nous organisons le 7 novembre à Lyon, pour des juristes, un colloque qui va durer toute la journée sur justement le droit et le juste. Et si vous connaissez des magistrats, des avocats, surtout parmi les plus jeunes, qui veulent venir recevoir une formation de qualité, je les encourage et vous pouvez leur transmettre cette invitation le 7 novembre à Lyon. Et pour les avocats, ça valide des heures de formation continue, ce qui est un petit détail technique, mais qui est toujours intéressant pour eux. Alors moi, aujourd'hui, ce soir, je vais vous parler du projet de loi de bioéthique, ce pourquoi vous allez manifester demain, normalement tous, demain matin à 10h45 à Tours. Et ce projet de loi de bioéthique, donc vous savez, s'inscrit dans un cycle de révision régulière des lois de bioéthique. Donc on est à la 4e révision. Et dans ce projet de loi de bioéthique, il y a une partie qui a concentré l'intérêt des médias, c'est la PMA. Donc je vais vous parler plus spécifiquement de ça. Mais il y a aussi d'autres choses dans ce projet de loi de bioéthique. Je crois que vous avez Alliance Vita qui est assez active sur Tours et qui a dû quand même en parler aussi. Il y a toutes les recherches sur l'embryon. Il y a le diagnostic préimplantatoire qui a été temporairement repoussé. Vous avez l'autorisation de création des chimères animales-hommes, l'autorisation de création d'embryons aussi transgéniques avec les gamètes artificielles, et puis vous avez toute la partie de l'IMG. J'essaierai de traiter rapidement ces derniers points à la fin si j'ai le temps. Le projet de loi de bioéthique, il n'est pas encore adopté. Donc vous savez qu'il a été examiné en urgence au mois de juillet en seconde lecture à l'Assemblée nationale. Une première semaine début juillet par la commission spéciale et ensuite en hémicycle fin juillet. Il y avait très peu de députés présents puisque la majeure partie d'entre eux avaient déjà depuis de longues semaines programmé son calendrier, ce qui fait que pour le vote général sur l'ensemble de la loi, il y avait 90 députés dans la nuit du 31 juillet au 1er août pour voter sur ce texte majeur qui bouleverse beaucoup de choses. Donc le gouvernement n'a pas réitéré a priori son coup de force là, puisque vous savez qu'il y a eu les élections sénatoriales partielles le 27 septembre dernier. On avait un peu peur que le gouvernement inscrive à l'ordre du jour de manière forcée aussi le projet de loi de bioéthique. A priori, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a eu la première conférence des présidents qui a eu lieu le 7 octobre. Ça n'a pas été inscrit à l'ordre du jour pour au moins le mois d'octobre et le mois de novembre. Il y a une nouvelle conférence des présidents fin octobre. Mais selon toute probabilité, le projet de loi devrait revenir seulement, entre guillemets, en 2021. Donc tous les espoirs sont permis, parce que plus ce projet de loi prend de retard, et plus on a de fortes chances de peser encore plus, et de faire en sorte qu'il ne soit jamais adopté. Donc c'est pour ça que la mobilisation qui a lieu ce week-end est très importante, et c'est pour ça que vous allez régulièrement, je pense, être sollicité par l'une ou l'autre des associations de marchands enfants pour continuer les actions comme écrire aux députés, aux sénateurs, parce qu'il faut vraiment continuer et même intensifier notre action. Alors certes, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont un peu fatigués d'aller battre le pavé, qui sont un peu fatigués d'écrire, qui ont l'impression que ça sert à rien, mais en fait pas du tout. Ceux qui, vous le savez, dans une course, les vainqueurs, c'est forcément ceux qui ont franchi la ligne d'arrivée. Ceux qui se sont arrêtés en chemin, ils n'ont aucune chance d'avoir gagner la course. Et là c'est la même chose, les promoteurs de ce projet de loi de bioéthique, ils ne désarment pas. Il y a des offensives très importantes dans les médias sans cesse, et il faut absolument que nous soyons là pour montrer le désaccord des Français, puisque sur ce projet de loi, il y a une bataille des mots qui est très importante. Pendant la dernière semaine de juillet, il
Il y a eu trois nouveaux axes qui ont été pris par les promoteurs du projet de loi. Le premier axe était de dire qu'il y avait un large consensus de toute la société sur le projet de loi de bioéthique. Or c'est faux, il faut le dénoncer, parce que certes il y a eu une large consultation des Français. Vous savez que ça a commencé par les états généraux de la bioéthique et ensuite en commission spéciale il y a eu beaucoup d'experts qui ont été auditionnés. Mais une large consultation ne veut pas du tout dire un large consensus, et en particulier si on dépouille soigneusement les états généraux de la bioéthique, ce qui est un peu fastidieux parce qu'il y a plus d'une centaine de pages dans le résumé, eh bien on voit que sur l'ensemble des mesures proposées, dont la plupart se retrouvent dans le projet de loi de bioéthique, entre 75 et 90% des Français qui ont répondu à cette consultation sont opposés à ces mesures. Donc certes, il y a une large consultation, mais il y a aussi non pas un large consensus, mais au contraire une large opposition. La seconde bataille des mots, c'est qu'on vous dit le projet de loi a déjà été adopté, donc ce n'est pas le cas. Dites que parce qu'il y a cette opposition, il est encore possible de se mobiliser, il est encore possible d'envoyer des signaux forts aux députés et aux sénateurs. Plus on va se rapprocher de l'échéance présidentielle et des élections législatives, plus les députés vont être sensibles aux positions que vont prendre les Français. Parce que si le projet de loi avait été adopté en 2019, finalement en 2022 ça paraissait loin et d'ici là on avait le temps de se refaire une virginité entre guillemets. Mais là on va être déjà en 2021, donc les députés vont devenir de plus en plus sensibles à ce qu'on leur dira. La troisième chose, c'est que dans le projet de loi, là, le nouveau verbatim, c'est de dire que c'est une loi d'amour. Voilà, ça nous a été répété pendant toute la semaine, notamment par le député Jean-Louis Touraine, qui s'est réjoui. Enfin, on avait voté une loi d'amour. Enfin, on allait permettre à des femmes de transmettre de l'amour. C'est pas du tout une loi d'amour, c'est juste une loi de marchandisation, une loi de business. Je vais vous expliquer pourquoi. Et par ailleurs, c'est un mensonge de faire croire à des personnes que la condition pour pouvoir transmettre de l'amour, c'est avoir des enfants. On connaît tous autour de nous des gens qui n'ont pas d'enfants, soit parce que c'est des choix de vie comme les prêtres, les religieux, soit c'est des choix personnels, soit c'est quelque chose de sublime, et ces gens-là transmettent de l'amour dès aujourd'hui, et vouloir prétendre que la condition c'est d'avoir un enfant, c'est un mensonge, et il faut vraiment s'élever contre ce mensonge. Alors, cette loi de bioéthique, en ce qui concerne la partie de procréation médicalement assistée, c'est vraiment une partie de business. Je redéfinis juste quelques termes. Donc je vais parler de PMA, c'est la procréation médicalement assistée. Je pense que vous les connaissez tous, mais je préfère quand même le redire. La GPA, c'est la gestation pour autrui. Dans la procréation médicalement assistée telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui en France, on a à peu près 20% d'insémination artificielle et 80% de FIV, de fécondation in vitro, qui sont faits beaucoup par recours à une technique qui s'appelle la technique de l'ICSI, qui est une technique où il y a une injection directe du spermatozoïde dans l'enveloppe cytoplasmique de l'ovocyte. Voilà. Donc je vais utiliser tous ces cycles. Donc la PMA aujourd'hui, il faut la resituer. Elle appartient à ce qui s'appelle la biotech, la biotechnologie. La biotechnologie, elle fait elle-même partie de ce qu'on appelle les NBIC. Les NBIC, c'est nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l'information et sciences connectives. Donc tout ça, c'est les nouvelles sciences qui se développent énormément aujourd'hui, notamment aux États-Unis où il y a des énormes budgets qui y sont affectés, il y a des choses très positives dedans, et puis il y en a d'autres qui sont vraiment sujettes à caution. Et donc dans le B de NBIC, biotechnologie, donc vous retenez en particulier, il y a tout ce qui s'appelle la technologie de la fertilité. En France, on appelle ça la PMA, mais partout dans le monde, aux États-Unis par exemple, ils appellent ça l'ART, c'est-à-dire vraiment la procréation technologiquement assistée. Donc on voit bien qu'on est vraiment sur quelque chose de technologique. C'est un choix qui a été fait, puisqu'aujourd'hui on peut tous constater qu'on arrive quand même à une impasse sur le modèle économique dans lequel nous vivons, et d'ailleurs la crise sanitaire que nous traversons, qui est en train d'entraîner une crise économique, en est le parfait révélateur. On a à peu près épuisé les ressources écologiques de la planète, en laissant des millions de pauvres un peu partout. On est arrivé au bout d'une société fondée sur de la consommation à tout prix. Et donc il y a plusieurs décennies de ça, il y a un nouveau modèle qui a été élaboré et qui a été
définie parfaitement par l'OCDE en 2009, donc je vais vous citer exactement ce que dit l'OCDE. Elle dit que désormais est mis en place un modèle de développement au sein duquel l'exploitation et la manipulation technoscientifique du vivant constituent la source de la productivité économique. Voilà, ça c'est le nouveau modèle qui est mis en œuvre depuis plusieurs années et qui en particulier se réalise dans la fertilité. Ce nouveau modèle, il constitue pour ses créateurs un cercle vertueux parce que le vivant, et notamment dans le domaine de la fertilité, l'homme, il présente cette caractéristique exceptionnelle pour un business, c'est que l'homme est à la fois sa propre ressource, son matériau, et à la fois le consommateur. Donc on réunit en lui-même le produit et celui qui consomme ce produit, et a priori l'homme va continuer à se reproduire lui-même, donc c'est une source inépuisable de profit qui leur apparaît. Et alors pour ça, comme c'est une source inépuisable de profit qui apparaît, eh bien les technoscientifiques qui veulent développer la technologisation du vivant rencontrent l'intérêt des financiers qui investissent des millions et des milliards dans ce domaine-là. En particulier dans le domaine de ce qu'on appelle le business de la fertilité, il y a des analyses qui sont régulièrement effectuées par des cabinets d'avocats d'affaires ou des analyses financières pour conseiller les gens, devez-vous investir dans ce secteur, oui ou non. Et donc c'est un secteur qui est très largement recommandé. Il y a moins d'une dizaine d'années, il pesait déjà 10 milliards de dollars. Aujourd'hui, il est à 25 milliards de dollars. En 2027, la prévision, c'est 45 milliards de dollars. Donc vous voyez, c'est un marché qui croît extrêmement vite et qui s'étend partout dans le monde, donc qui est très rentable. Il s'étend partout dans le monde, et donc la difficulté qui est posée à ce marché, c'est quand il y a des législations qui sont restrictives. En France, la législation est restrictive, puisque vous le savez aujourd'hui, pour que la PMA puisse être mise en œuvre en France, il faut que se présente comme candidat un couple homme-femme. La femme doit être âgée de moins de 43 ans. Il faut qu'un diagnostic d'infertilité ait été posé, ou il faut éviter la transmission d'une maladie grave liée à la grossesse à l'enfant ou à la mère. On ne peut avoir accès qu'à un seul don de gamètes. Ce don de gamètes, cette fourniture de gamètes ne peut pas être rémunérée. Et par ailleurs, la gestation pour autrui est interdite en France. Donc ça fait quand même beaucoup de contraintes pour un marché très important, mais en France, il n'est pas si important que ça, même s'il pèse déjà sur les finances de la sécurité sociale, puisqu'en 2017, la Cour des comptes l'a évalué pour la première fois. Alors son décompte n'est pas tout à fait exact, parce qu'elle n'a pas pris en compte les jours d'arrêt maladie qui pèsent quand même un peu, mais bon, on peut déjà servir de cette première base. Elle a estimé qu'en 2017, le budget de la PMA, c'était 300 millions d'euros. Donc c'est déjà beaucoup pour le budget de la Sécu en France, mais c'est peu par rapport aux milliards dont je vous ai parlé il y a 2 minutes. Et donc le but, c'est d'arriver en France à déverrouiller ces normes législatives contraignantes de manière à laisser l'accès libre au marché. Et c'est bien réalisé dans le projet de loi de bioéthique, puisque dans ce projet de loi de bioéthique, on passe d'un don unique de gamètes à la possibilité du double don, et que surtout, alors qu'on écrit et on clame partout que c'est une loi d'amour, que c'est une loi d'égalité qui est faite pour ouvrir la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes, en réalité, cette loi supprime toute condition d'infertilité pour tous. C'est-à-dire que la véritable cible du marché, c'est pas tant les femmes et les couples de femmes qui finalement, les femmes seules, pardon, et les couples de femmes qui finalement sont numériquement représentés, mais pas de manière pas si importante dans notre société, c'est tout un chacun, et notamment les couples hétérosexuels qui pourraient avoir des enfants naturellement. C'est un objectif qui est clair et qui est affiché, puisque les promoteurs de ce marché ont annoncé que l'objectif c'était que dans 30 ans, toutes les personnes qui disposent d'une bonne couverture maladie dans le monde passent par la procréation artificielle, au détriment de la procréation naturelle. Alors vous pouvez vous poser 2 questions, c'est de vous dire pourquoi, et comment convaincre des gens qui sont fertiles naturellement de procréer artificiellement. Alors le pourquoi, c'est parce que
La procréation naturelle, elle ne rapporte rien à personne. Elle ne coûte rien, elle ne rapporte aucun chiffre d'affaires. Contrairement à la procréation artificielle. La procréation artificielle, en France, toujours la Cour des comptes, elle a estimé que le chiffre d'affaires généré par une insémination artificielle, c'est à peu près 7 000 euros. Une fécondation in vitro, c'est à peu près 14 000 à 15 000 euros. Et à l'étranger, dès lors que la gestation pour autrui est autorisée, c'est entre 30 000 40 000 euros à 180 000 euros selon les pays. Donc ce sont des chiffres d'affaires par acte qui sont extrêmement importants. Et donc l'objectif, c'est d'inciter tout le monde à recourir à cette procréation artificielle. Comment est-ce qu'on peut inciter un couple fertile à passer par ça? Alors déjà, il y a une première difficulté qui est identifiée, c'est que aujourd'hui, dans le monde, même les couples hétérosexuels qui, a priori, vont bien, eh bien, procréent moins naturellement parce qu'ils ont moins d'unions sexuelles. Alors, il y a tout un tas de facteurs qui sont analysés, les écrans, l'omniprésence des écrans, par exemple. Mais toujours est-il qu'il a été constaté que partout dans le monde, pendant la période de confinement qui a été dans tous les pays dans lesquels elle a été mise en place, où les centres de PMA ont été fermés, tous les centres de PMA ont constaté que chez les couples qui étaient suivis, et en particulier des femmes qui avaient déjà des années de parcours de PMA infructueux derrière elles, eh bien, il y a eu des conceptions naturelles et des grossesses naturelles qui sont arrivées pendant ce confinement. Donc les gens étaient ensemble, ils avaient rien d'autre à faire, hein, très trivialement parlant, et puis il n'y a plus de stress, plus les conditions extérieures, bref. Donc là, la première chose, c'est que donc, les gens ne sont pas incités à concevoir naturellement, et d'ailleurs certains médecins le reconnaissent même en France, quand un couple vient consulter dans un centre de PMA, les médecins ne l'interrogent pas sur les relations sexuelles qu'ils peuvent avoir, et est-ce qu'effectivement il y a un véritable diagnostic d'infertilité, ou est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de d'abord concevoir naturellement? Ça, c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est que aujourd'hui, vous savez, c'est comme je vous explique, c'est un marché. Dans un marché, la première loi connue, c'est que c'est l'offre qui crée la demande. Et donc là, tout le business de la fertilité crée des offres, et à force de créer des offres et de les faire miroiter auprès des gens, eh bien, ils finissent par susciter une demande. La première offre qui est mise en exergue aujourd'hui, c'est la santé. Je crois qu'il y a cette crise qui nous le démontre. La santé est aujourd'hui considérée presque comme le bien premier, la valeur première, et donc en particulier les cliniques de fertilité, elles s'emploient aujourd'hui à démontrer partout dans le monde, et c'est pour ça qu'en France, il y a aussi cette bataille actuelle sur le diagnostic préimplantatoire. Donc elles s'attachent à démontrer qu'elles vont pouvoir, par le diagnostic préimplantatoire, le tri des gamètes et le tri des embryons, garantir ce qu'ils appellent un enfant sain. Donc vous avez des offres de cliniques. Vous savez que début septembre, il y a eu en France pour la première fois une grande foire commerciale à l'enfant qui s'est tenue à l'espace Champéret, à Paris. Donc il y avait que des cliniques étrangères. Et en ce qui concerne la PMA, donc il y avait des offres où des cliniques garantissaient qu'elles pouvaient tester jusqu'à 600 maladies connues, et que donc elles allaient garantir l'implantation d'un embryon qui serait dépourvu de ces 600 maladies. Et il y en a même certaines qui garantissent l'enfant sain pour lui-même et pour sa progéniture. Donc je ne suis pas scientifique, mais je pense qu'il y a des scientifiques parmi vous, ils doivent un peu rire de la validité de tels arguments, mais n'empêche qu'il y a des gens qui y croient et qui veulent le meilleur pour leur enfant, et qui se disent finalement, si en passant par la procréation artificielle, on peut être sûr que notre enfant n'aura pas de maladie auto-immune, n'aura pas de diabète, n'aura pas telle ou telle maladie, eh bien pourquoi pas. L'autre argument qui est aujourd'hui, qui commence à se développer, alors c'est tous les arguments qui sont liés à la définition même de l'enfant. Donc on s'attache à convaincre les gens qui seront plus heureux s'ils ont un enfant qui corresponde à leurs rêves, à leurs souhaits. Donc en particulier quand la PMA a lieu avec un recours à un donneur, on va faire choisir la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la couleur de la peau, les mensurations à
approximative. Et même maintenant, on a des offres qui arrivent sur le matching de la personnalité. Donc les cliniques prétendent qu'elles vont pouvoir garantir un enfant introverti, extraverti, créatif, rêveur, etc. Et ce sont des offres qui rencontrent une clientèle. Aux États-Unis, vous avez des blogs sur lesquels vous avez des réflexions hallucinantes de parents. Vous pouvez trouver des offres comme par exemple j'ai déjà un garçon, je voudrais une fille, j'ai des embryons congelés mais sont tous des garçons, qui veut faire un échange avec un embryon de fille. C'est quand même des parents qui a priori ont donné leurs gamètes pour avoir leurs propres enfants. Donc on est complètement sur un marché de réification de l'enfant. Donc il est tout à fait bien implanté dans d'autres pays et c'est ce contre quoi on lutte aujourd'hui en France. Mais c'est très difficile de lutter parce que donc il y a des acteurs très importants. À l'Assemblée nationale, on entend parfois des gens dire qu'il y a du lobbying derrière ce projet de loi de bioéthique. Pour moi, l'analyse, c'est que oui, il y a du lobbying, mais surtout financier. C'est-à-dire que ce business de la fertilité, il est aux mains de gros investisseurs, de fonds d'investissement extrêmement importants. Donc comme tous les fonds d'investissement, c'est très mouvant. Donc, je ne vais pas vous citer de nom parce que demain, ça sera caduc. Vous savez, ils investissent pour 5-10 ans maximum et puis après, ils veulent récupérer leur mise. C'est la logique du fonds d'investissement. Il n'a pas une logique médicale, il a une logique de rentabilité financière. Et ces fonds d'investissement, ils investissent dans plusieurs acteurs, on va dire. Le premier acteur, c'est les cliniques de fertilité. Les cliniques de fertilité, à partir du moment où elles sont détenues par des fonds d'investissement, elles ont un objectif, c'est celui de la rentabilité, et donc celui d'acquérir et de conserver de la clientèle, comme dans toute société en fait. Et donc pour ça, on va aller toujours sur du moins 10 ans éthique. Donc c'est pour ça qu'on a des offres qui se développent de plus en plus choquantes, et c'est également la raison pour laquelle ces cliniques de PMA appartiennent maintenant à des groupes très internationalisés, de manière à toujours pouvoir proposer aux clients une offre qu'il n'aurait pas dans son pays. Donc par exemple sur ce salon Désir d'enfant, l'association Juristes pour l'enfance avec les AFC, nous avions envoyé un huissier et des personnes pour récupérer des bandes vidéo et des bandes audio, donc on les a dépouillées et écoutées. Et donc, par exemple, vous aviez une personne qui s'est présentée, qui était âgée de 52 ans, donc elle va dans une première clinique et pour se renseigner sur la PMA en Espagne, et on lui répond que la PMA en Espagne, c'est limité à 48 ans, mais qu'à cela ne tienne, qu'elle ne bouge pas, ils appellent tous leurs partenaires et ils lui trouvent un pays, je crois que c'était la République tchèque, dans lequel la PMA est autorisée sans limite d'âge. Donc à chaque fois, les cliniques vont toujours proposer des offres de plus en plus folles pour conserver leur clientèle. On a eu cette illustration au Salon Désir d'enfant et ça va se renforcer si le projet de loi de bioéthique est adopté. En Espagne, 20% de la clientèle des cliniques privées espagnoles sont des Françaises. Il y a des investissements très importants qui ont été faits pour ces Françaises, donc vous avez des cliniques dernier cri, vous avez du personnel qui parle français, des sites internet faits en français, etc., etc. Si le projet de loi de bioéthique est adopté, on imagine bien que les cliniques, qui ont donc leurs objectifs de rentabilité, vont pas rester assises tranquillement sur leur chaise en se disant « j'ai 20% de mon chiffre d'affaires qui va repasser de l'autre côté des Pyrénées et je ne vais rien faire parce que de toute manière, je ne peux pas acquérir de nouvelles clientes, plus de clientes espagnoles. » Non, il va se battre pour conserver ces 20% de clientes françaises. Et donc, comment est-ce qu'il va se battre pour les conserver ? Il va multiplier les offres qui seront interdites en France. Et c'est comme ça que petit à petit, pour le business, toutes les barrières éthiques volent en éclats, puisque une des motivations du projet de loi de bioéthique en France, c'est de dire, pour toutes les mesures, pour la PMA, mais aussi pour l'IMG, pour aussi la recherche sur l'embryon, il faut bien qu'on le fasse, puisque nos voisins le font. Et donc, on perd notre savoir-faire, entre guillemets, scientifique et notre première place ou notre place dans les premiers scientifiques mondiaux. Donc il faut bien qu'on s'aligne sur ce que font nos voisins. Et donc avec ce type de raisonnement, mais il n'y a plus aucune barrière éthique qui puisse tenir et faire un rempart. Voilà, donc les cliniques de fertilité, c'est donc un des premiers acteurs présents.
Un deuxième gros acteur, c'est les banques de gamètes. Les banques de gamètes, c'est un business qui est à la fois un peu complexe et à la fois très rentable. Il est un peu complexe parce que recruter des fournisseurs de gamètes, c'est pas si évident que ça, puisque quand même les gens sont pas complètement stupides et savent bien que donner des gamètes, c'est engendrer une nouvelle vie, et qu'engendrer une nouvelle vie, c'est pas comme je sais pas moi, faire un don à une association quelconque ou aller donner son sang dans un centre. Engendrer une nouvelle vie, c'est beaucoup plus impliquant, donc ils ont un peu de mal à recruter des donneurs, et ils ont encore plus de mal à recruter des donneuses, puisque la fourniture d'ovocytes est un acte qui n'est pas sans conséquences médicales pour la femme, j'en reparlerai après, et donc il y a un véritable enjeu sur le recrutement des donneuses d'ovocytes, et les offres qui leur sont faites sont extrêmement alléchantes. Donc là, toujours sur ce salon désir d'enfant, il y avait une banque de gamètes qui proposait 5 000 $ pour une fourniture d'ovocytes et la prise en compte du billet d'avion aller-retour pour les États-Unis pour faire ce prélèvement au passage. Une fois qu'ils ont convaincu les donneuses de gamètes de donner leurs ovocytes, c'est des actes qui sont très rentables, puisque une fourniture d'ovocytes qui va permettre de récolter 10 à 15 ovocytes, c'est rémunéré 5 000 € et ça va être vendu 7 à 8 fois cette somme aux clients finaux. Ce qui fait qu'il y a vraiment, là encore, un enjeu très fort sur ces banques qui a été traduit dans le projet de loi, puisqu'il y a eu un lobbying intense qui a été fait depuis le début des débats, et les centres ont obtenu gain de cause, puisqu'en seconde lecture a été autorisé le recueil et la conservation des gamètes par des centres privés à but lucratif. Un centre privé à but lucratif, ça s'appelle une banque de gamètes, en français clair. Et donc, au prétexte qu'il fallait assurer un maillage territorial, donc le maillage territorial pour un député, ça veut dire que si vous n'avez pas de centre public à moins de 40 km, il vous faut une banque de gamètes à but lucratif. Donc c'est vraiment un faux débat, et donc on vient d'autoriser, c'est la première étape pour la marchandisation des gamètes en France, on vient d'autoriser donc que les banques de gamètes puissent s'implanter et les recueillir et les conserver. La deuxième étape, c'est qu'on va rémunérer les donneurs, on ne pourra plus appeler ça des donneurs, ça sera des fournisseurs. On va les rémunérer puisqu'on sait déjà qu'il va y avoir en France une pénurie de gamètes, elle est déjà présente. Ça va s'accentuer si le projet de loi de bioéthique est adopté, puisqu'on aura de plus en plus de personnes qui vont recourir à la PMA. Et la députée Coralie Dubost, qui est dans la vie et la compagne de notre ministre de la Santé, Olivier Véran, a redit à 4 ou 5 reprises au mois de juillet, il va falloir songer un jour à remercier et indemniser ces donneurs de gamètes. En français courant, remercier et indemniser, ça veut juste dire rémunérer en réalité, parce que vous êtes tous d'accord que quand vous allez acheter votre baguette de pain, vous dites au boulanger, donnez-moi une baguette, je vous donne 1 €, mais on est d'accord, c'est de l'achat et de la vente. Donc là, ça sera exactement pareil. Donc on a eu la première marche avec les banques de gamètes, et la deuxième marche, elle a été déjà annoncée par Coralie Dubost, et puis elle va être mise en œuvre très rapidement dans une prochaine loi, et donc on aura cette véritable marchandisation très juteuse. Je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, il y a une femme d'affaires américaine en 2011 qui a créé une banque de gamètes. Elle a investi 1,5 million $. Elle l'a revendue en 2018 200 millions $. Donc vous voyez à quel point c'est un marché rentable et juteux, et d'où la lutte féroce pour obtenir de telles facilités également en France. Le troisième acteur, ce sont les laboratoires pharmaceutiques. Parce que qui dit parcours de PMA dit produits ou médicaments associés. Les laboratoires pharmaceutiques, ils ont bien profité du système de financement de la sécurité sociale en France pour tester toutes leurs molécules, puisque tout était pris en charge par l'assurance maladie. Donc là, ils ont obtenu des molécules assez performantes. Et pour vous donner aussi un autre exemple de la manière dont ce business s'étend, vous avez un laboratoire phare qui est le laboratoire Merck, qui a donc développé des produits dans cet accompagnement de la PMA. Et là, j'ai lu un article il y a moins d'1 mois dans la presse qui annonçait triomphalement l'ouverture d'un centre de PMA au Niger.
Alors ça m'a quand même un peu étonnée, puisque le Niger, c'est un des pays qui a l'indice de fécondité un des pays qui a les indices de fécondité les plus élevés au monde. La moyenne de la fécondité, c'est 4 à 5 enfants vivants par femme, sachant qu'ils ont un taux de mortalité infantile malheureusement très élevé. Donc a priori, quand on a un indice de fécondité de 4 à 5 enfants vivants par femme, c'est qu'il n'y a pas trop de problématiques de fertilité, et au contraire, le planning familial qui est très actif dans ces pays, comme on le sait, très actif en Afrique, s'acharne à essayer de convaincre les femmes du Niger que vraiment il faudrait qu'elles mettent un peu un frein à leur fertilité galopante, parce que les projections font que dans 20 ans, la population du Niger va doubler, si on continue sur ce rythme-là. Alors pourquoi est-ce qu'on ouvre un centre de PMA au Niger? Eh bien en réalité, le centre de PMA, il a été financé par la fondation Merck. Donc vous avez le laboratoire Merck qui a besoin de continuer son business, de continuer à fournir ses produits. Donc il a une petite fondation, et puis sa fondation, généreusement, elle va ouvrir des centres de PMA un peu partout dans le monde, même dans des pays qui n'en ont pas besoin. Puis après, on va aller convaincre les femmes du Niger que plutôt que d'avoir leurs enfants naturellement, si elles passaient par un centre de PMA, elles auraient une mortalité infantile moindre. Voilà comment on étend le business, et vous voyez le cynisme de ce marché. Le quatrième acteur, ce sont les industriels, parce que les centres de PMA, pour les équiper, eh bien, ça coûte très cher, et les industriels se font une joie de renouveler, de proposer des renouvellements réguliers de matériel, puisque comme le nerf de la guerre, je vous l'ai dit, c'est la conservation, l'acquisition et la conservation de la clientèle. Or, étant donné que les taux de réussite des PMA sont assez faibles, pour convaincre une personne de rester malgré les 10 échecs qu'elle vient de subir, il faut lui dire regarde, je viens d'acheter un embryoscope dernier cri avec plein de nouveaux gadgets, et grâce à ça, ta énième tentative va aboutir. Donc on a les industriels, un embryoscope ça vaut à peu près 100 000 €, et une fois qu'on a équipé l'embryoscope à 100 000 €, le but c'est quand même de le rentabiliser, donc on va continuer à faire des FIV même chez des patientes dont on sait qu'elles n'auront jamais d'enfants. Et puis le dernier acteur, c'est tous les intermédiaires. Donc pour le moment, ils sont un peu moins présents en France, parce que les intermédiaires, c'est surtout sur le volet gestation pour autrui. Ce sont les avocats, les agences qui vont faire des contrats, surveiller les mères porteuses. Ça, c'est très présent partout dans le monde, mais pour le moment, pas encore en France. Même si ils ne sont pas en France officiellement, mais ils y sont officieusement. Enfin, je ne sais même plus si on peut dire officieusement, puisque dans ce fameux salon désir d'enfant dont je vous ai parlé, il y avait des intermédiaires et des cliniques qui étaient là pour proposer aux Français des offres de gestation pour autrui. Ça a été, alors que durant la dernière semaine bioéthique, là en juillet, on a eu des déclarations, la main sur le cœur, par le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, et par le Premier ministre Jean Castex, qui ont dit la GPA c'est notre ligne rouge, la GPA c'est non, 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 la loi est faite pour sanctionner tous ceux qui voudraient faire du prosélytisme sur la GPA en France, la loi est appliquée, etc. Eh bien, il y a eu ce salon désir d'enfant qui était annoncé. Dès le début juillet, il y a des parlementaires qui ont alerté le ministre de la Justice, qui était à l'époque Nicole Belloubet. Donc fin juillet, ils ont à nouveau interpellé Éric Dupond-Moretti, qui a quand même répondu que son ministère n'avait pas reçu la lettre qui avait été envoyée par les députés, donc il ne savait pas que ce salon désir d'enfant se tenait. Mais il a été informé donc fin juillet. Nous, juristes pour l'enfance, on lui a écrit fin août, évidemment on n'a reçu aucune réponse. On a écrit à la préfecture, puisque ce salon, c'était une véritable foire commerciale. C'est la première fois que c'était organisé dans un cadre public, dans un parc d'exposition. Jusqu'à maintenant, c'était organisé sous le manteau. Il y avait une petite vingtaine, une trentaine de personnes qui étaient invitées en catimini par mail dans le salon privé d'un hôtel. Il fallait qu'elles arrivent en montrant leur carte d'identité, leur invitation. Mais là, c'est un salon qui avait pignon sur rue, donc autorisé par la préfecture de police de Paris, qui est quand même là normalement pour contrôler la légalité des manifestations. Si demain j'organise un salon promouvant, je sais pas moi, la vente d'armes, mon salon ne sera pas autorisé. Là, on promeut des prestations de GPA et le salon est autorisé.
Donc ça montre vraiment l'inaction des pouvoirs publics. Juristes pour l'enfance avec les AFC a introduit 2 requêtes en référé qui ont été balayées sans même une audience. Donc là, on a déposé une plainte au pénal, on espère bien que la plainte sera suivie. Mais en attendant, ce qui a été constaté sur ce salon, alors l'intérêt quand même d'avoir fait toutes ces démarches juridiques, c'est que ça a fini par interpeller des journalistes. Donc il y a des journalistes, on va dire non catholiques, qui sont venus. Donc c'est intéressant parce qu'on peut se dire qu'ils ont un regard plus militant. Donc ils n'avaient pas intérêt à dire qu'il y avait des offres de GPA. Bah si, ils ont constaté, ils ont interviewé l'organisateur du salon qui leur a dit « mais bien sûr que je vends des offres de toutes sortes, de toutes les manières il faut bien vivre, donc le but c'est de pouvoir promouvoir auprès des Français des offres qui sont interdites en France et qu'on peut se procurer ailleurs dans le monde ». Ça a été fait donc au vu et au su de tout et de tous. Et ce qui a été par exemple proposé pour la gestation pour autrui, parce qu'on peut se dire bon finalement qu'est-ce que c'est que la gestation pour autrui? La gestation pour autrui, c'est vraiment la réduction en esclavage de la femme, parce que les précisions qui ont été données, c'est que la vie de la femme est totalement réglée pendant 9 mois ou 10 mois, définie par le contrat qui va la lier avec l'agence, pour une somme qui est souvent relativement faible, qui va juste lui permettre de survivre ou de vivre, en particulier en Ukraine, qui est un pays qui subit les dommages de la guerre. Les femmes qui ont recours, qui deviennent mères porteuses, elles le font, par exemple, pour payer les médicaments nécessaires pour le traitement d'une affection de longue durée d'un enfant. Ou alors pour pour avoir un toit sur leur tête, parce qu'elles ont déjà un premier enfant et elles sont hébergées dans des hébergements de fortune. Mais c'est tout ce que ça leur permet d'obtenir. Elles ne vont pas devenir riches grâce à ça. Et en contrepartie, toute leur vie va être réglementée. Les contrats de GPA proposent que même si le recours à la mère porteuse a lieu en Ukraine, si les commanditaires désirent qu'elle aille accoucher dans n'importe quel autre pays du monde, eh bien elle ira accoucher dans n'importe quel autre pays du monde pour complaire aux commanditaires. Et toute sa vie sera surveillée, et si on constate qu'elle ne respecte pas le contrat qu'elle a convenu, donc l'exemple qui était donné, c'était par exemple si il y avait des visites surprises qui étaient organisées, et si on la surprenait en train de fumer une cigarette, et bien elle a une amende financière, on va lui supprimer une partie de sa rémunération de manière à pouvoir la dissuader de ne pas correspondre aux injonctions qui lui ont été faites. Et quant à l'enfant qui est commandé, alors outre toutes les spécifications dont je vous ai parlé tout à l'heure qui vont pouvoir être choisies, il va y avoir un contrôle strict sur toute la gestation, et si pendant la gestation il y a une anomalie quelconque qui est détectée, l'enfant est avorté, que la mère porteuse soit d'accord ou non, la mère porteuse n'a aucun droit sur l'enfant in utero et à la naissance, donc elle ne peut absolument pas s'opposer à un avortement qui lui serait imposé par les commanditaires qui considéraient que, je ne sais pas, l'enfant a un bec de lièvre et qu'ils s'en veulent pas. Et si à la naissance, il est constaté que l'enfant souffre d'une maladie quelconque, qui ne correspond donc pas aux spécifications, à l'engagement qui a été pris, eh bien ce qui a été déclaré avec un grand sourire par une femme charmante au client qui était devant elle, c'est qu'il n'y avait aucun problème, on mettait l'enfant à l'orphelinat et puis on refaisait une GPA gratuitement. Voilà, ça c'est vraiment la réalité de ce business, et c'est ce qui est d'ores et déjà pas légalisé en France, mais presque, parce qu'à partir du moment où on donne un blanc-seing, où le gouvernement donne un blanc-seing à ces intermédiaires pour venir démarcher les Français en France, on est vraiment à 2 doigts de la légalisation. Si c'est pas légalisé la GPA, je pense que c'est juste pour un problème aujourd'hui d'argent. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, en France, notre système il prend en charge à 100% la procréation artificielle, la procréation médicalement assistée. C'est ce qui constitue déjà en soi une injustice, puisque le régime général, que vous connaissez tous, c'est le ticket modérateur. Sur l'ensemble de nos soins, nous avons un ticket modérateur qui s'applique, ce qui est l'assurance maladie ne prend en charge qu'une quote-part des soins, sauf pour certains types d'affections spécifiques, des affections de longue durée, certaines autres affections pour lesquelles on estime qu'il faut prendre en charge à 100% compte tenu de la pathologie.
Mais pour le reste, l'ensemble des autres soins, le ticket modérateur s'applique toujours. Par exemple, la grossesse, elle n'est prise en charge à 100% qu'à partir du 6e mois. Entre le début de la grossesse et le 6e mois, il y a le ticket modérateur qui s'applique. Il y a toute une polémique cet été sur la Covid-19, puisque les malades qui ont été hospitalisés, ils ont été soumis au ticket modérateur. Donc quand ils sont sortis de leur phase d'hospitalisation liée à la Covid-19, ils ont reçu une facture qui a pu pour certains atteindre 8 000 €. Donc s'ils avaient une bonne mutuelle, la facture était prise en charge. Si ce n'était pas le cas, ça restait à leur charge. Et pourtant, ils n'avaient pas choisi de contracter ce virus et d'être hospitalisés. Dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui va être débattu dans les prochaines semaines, il est prévu l'application d'un nouveau forfait, un nouveau forfait hospitalier pour tous les passages aux urgences sans hospitalisation. C'est-à-dire que si demain je me casse la jambe dans la rue, que je vais aux urgences, que j'ai une radio, un examen par un médecin, que je suis plâtrée, etc., et que le soir je rentre chez moi, je ne suis pas hospitalisée, j'aurai un forfait hospitalier qui va rester à ma charge. Si j'ai pas de mutuelle, il reste définitivement à ma charge. Si j'ai une mutuelle qui complète, il n'y a que éventuellement un reste. Voilà. Et donc, la règle générale, c'est la quote-part à la charge du patient. Et dans le système de procréation médicalement assistée, tout est pris en charge à 100%. Dans une limite d'un certain nombre de tentatives, et jusqu'au 43e anniversaire de la femme, mais quand même, ça laisse beaucoup de possibilités d'effectuer de nombreuses tentatives, ce qui questionne quand même vraiment l'équité et la justice de cette prise en charge, et qui va d'autant plus la questionner si le projet de loi est adopté et ouvre la PMA à tous sans condition d'infertilité. Pourquoi est-ce que l'assurance maladie doit prendre en charge ce ne sont pas des soins, parce que de toute manière la procréation médicalement assistée ne soigne rien, hein. La fertilité, quand on rentre dans un parcours de procréation médicalement assistée, même si on a un enfant à la fin, on a toujours son infertilité. Donc ce n'est pas un soin, ce sont de l'application de techniques. Et pourquoi est-ce que l'application de techniques devrait être prise en charge à 100% alors que de véritables soins ne le sont pas? Et en ce qui concerne la gestation pour autrui, donc à mon avis, la seule barrière qui reste sur l'absence de légalisation, c'est de dire que, comme en France on adore l'égalitarisme, si on prend en charge à 100% la PMA, on devra prendre en charge à 100% aussi la gestation pour autrui. Or, vous le savez aussi, en France, on a quand même un droit du travail qui s'applique. Comment est-ce qu'on qualifie une relation mère porteuse-agence ou mère porteuse-commanditaire, dans lequel la mère porteuse va avoir un contrat qui va définir tout ce qu'elle a à faire, puisque les contrats en général ils définissent le nombre de kilomètres qu'elle doit faire pour une balade hygiénique quotidienne, ce qu'elle doit manger, ce qu'elle ne doit pas manger, si elle a le droit d'avoir des relations sexuelles, si elle n'a pas le droit, si elle peut fumer, pas fumer, etc. Toutes les activités qu'elle a à faire au quotidien pour permettre la croissance de cet enfant pour autrui. Donc si on doit qualifier ce contrat, il y a quand même de fortes chances qu'on le requalifie en contrat de travail. Quand vous devez effectuer une prestation déterminée, qu'en échange, vous recevez une rémunération et qu'en plus, vous avez un unique client dédié, en général, c'est analysé en droit du travail comme un contrat de travail. Donc, qui dit contrat de travail dit rémunération minimale, plus charge sociale. Et donc, si tout ça, c'est pris en charge par la sécurité sociale, on arrivera à devoir financer des GPA à peu près au taux que coûte une GPA aux États-Unis. C'est à peu près 150 000 € sans doute. Donc vous imaginez, sachant que cette année, le trou annoncé pour le déficit de la Sécu, c'est 27 milliards d'euros. Donc si on s'amuse à rajouter tout le business de la fertilité, je pense qu'on sera plus soigné de rien d'autre que de l'infertilité. Voilà. Avec tout ça, avec le développement de ce business, l'effet négatif, c'est que, outre toutes les violations du droit des enfants liées à la violation de son droit d'avoir un père, d'avoir une filiation, mais tout ça, je pense que c'est des sujets que vous connaissez plus. En revanche, les sujets que vous connaissez peut-être moins, ce sont la négation
des désordres médicaux qui sont associés au parcours de procréation médicalement assistée. Puisque dans le 80% des parcours de PMA, je vous l'ai dit, ce sont des fécondations in vitro. Or, la technique de fécondation in vitro elle-même entraîne pour les gamètes un stress cellulaire, entraîne une impossibilité de reproduire exactement ce qui constitue l'environnement des gamètes, donc la température, les gaz, les mouvements, etc. Et ça engendre, a priori, c'est sans doute l'explication pour laquelle ça engendre des taux de désordres médicaux très importants, enfin beaucoup plus importants chez les enfants conçus par procréation artificielle que pour ceux conçus par procréation naturelle. Il y a eu des études très bien documentées qui ont été réalisées, qui sont réalisées, parce que c'est sans cesse remis à jour, un peu partout dans le monde, et ces études, elles sont réalisées par des organismes qui ne sont pas du tout des détracteurs de la PMA. Ce sont des organismes qui, en général, sont là soit sont des universités, soit des facultés, soit même des organismes aux États-Unis. C'est une agence fédérale de santé publique qui est chargée de recueillir les données de santé publique sur tous les domaines, mais en particulier aussi sur celui de la fertilité. Elle récolte à peu près 98% des résultats des cliniques de fertilité aux États-Unis et elle diligente régulièrement des études. Et ces études mettent au jour des désordres médicaux importants. Donc, par exemple, cette agence fédérale américaine a réalisé une étude qui portait sur 4 millions d'enfants et qui a montré que sur ces 4 millions d'enfants, ils avaient 40% de chances de plus de présenter des malformations chromosomiques non congénitales comme des malformations cardiaques. Il y a eu beaucoup d'études aussi qui ont été faites par les Australiens, parce qu'en Australie, le marché de la fertilité a cru de manière exponentielle. En 2000, vous aviez un enfant sur 50 en Australie qui était conçu par procréation artificielle. Aujourd'hui, il y en a 1 sur 20 et même 1 sur 10 pour les femmes de plus de 35 ans. Donc les Australiens en même temps diligentent de nombreuses études qui portent sur... il y en a une qui porte sur 500 000 grossesses. Et sur ces 500 000 grossesses, ils ont vu que le risque, ce fameux risque de malformation cardiaque, il était multiplié par 2 en cas de fécondation in vitro, et même par 4 lorsque la FIV aboutissait à la naissance de jumeaux, ce qui est assez fréquent, puisqu'on a tendance à implanter plusieurs embryons. Bon, j'ai pas le temps de développer plus, mais sachez qu'il y a beaucoup d'autres désordres, comme il y a beaucoup plus de cancers infantiles, par exemple. Il y a une augmentation du risque pour les enfants qui décèdent avant leur première année, qui est extrêmement important. Et alors, c'est la seule chose positive dans l'examen en seconde lecture du projet de loi, en juillet, c'est qu'il y a une députée LRM, je le dis parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de députés LRM qui ont de bonnes initiatives, donc là, c'en est une, qui a fait inscrire dans le projet de loi que les candidats à la PMA en France devront recevoir un dossier médical avec toutes ces informations sur les désordres médicaux qui frappent les femmes et les enfants, puisqu'il y a aussi les femmes qui subissent les traitements de PMA qui présentent des désordres médicaux importants en raison des doses massives d'hormones qu'elles reçoivent pour aboutir à une ponction ovocitaire. Donc maintenant, les candidats à la PMA devront recevoir un dossier avec toutes les études réalisées dans le monde entier, ce qui leur permettra ensuite de décider en leur âme et conscience s'ils veulent courir ce risque pour eux et leurs enfants ou s'ils préfèrent s'orienter vers d'autres solutions. Voilà, je crois que je suis arrivée à peu près au bout du temps qui m'était imparti. Malheureusement, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. Je vais juste vous donner 3 éclairages dont j'avais parlé sur le projet de loi de bioéthique. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'en plus de cette PMA, il y a eu donc des mesures qui ont été adoptées pour étendre encore la recherche sur les embryons. Vous savez que ça aussi, c'est une vaste hypocrisie, puisqu'en théorie, on n'a pas le droit de fabriquer d'embryons pour la recherche. Or, le seul moyen donc, de se procurer des embryons pour la recherche, c'est d'avoir des embryons qui sont inutilisés dans le cadre des parcours de procréation médicalement assistée. Et il y a eu beaucoup d'amendements qui avaient été déposés pour interdire la création d'embryons surnuméraires. Avant, on était... entre guillemets, obligé de passer par la création d'embryons surnuméraires, puisqu'on ne savait pas vitrifier, c'est-à-dire congeler les ovocytes. Donc quand on faisait une ponction ovocitaire pour une femme, étant donné que c'est un acte très compliqué médicalement, c'est douloureux, et bien quand on avait récupéré 12 ovocytes, on fécondait les 12 ovocytes,
Et puis on a implanté 3-4 embryons et puis les autres on les congelait. Et la difficulté, c'est que les femmes, quand elles ont 1, 2, maximum 3 enfants, elles sont arrivées au bout de leur parcours de PMA et elles ne veulent plus des autres embryons congelés. Donc elles peuvent les donner, sauf que personne n'en veut de ces dons. Je crois ça a été dit aussi pendant les débats, il y a 2 dons d'embryons par an. Enfin, 2 couples qui acceptent de recevoir l'embryon de quelqu'un d'autre. Et les gens ne veulent pas recevoir un autre embryon, ils préfèrent faire fabriquer des embryons pour eux, même avec des dons de gamètes, parce qu'ils disent que l'autre embryon est chargé d'un projet parental qui n'est pas le leur. Vous voyez à quel point on pousse la réification de l'enfant. Aujourd'hui, on sait vitrifier les ovocytes. Donc quand on récolte 12 ovocytes, on pourrait choisir de n'en féconder que 1 ou 2 selon qu'on a l'intention d'en implanter 1 ou 2. Si l'implantation ne fonctionne pas, on pourrait très bien congeler les autres ovocytes et puis les décongeler entre guillemets au fur et à mesure de l'utilisation des besoins. Or, ça a été refusé. Et ça a été refusé uniquement parce qu'il faut continuer à avoir des stocks d'embryons surnuméraires utilisables pour la recherche. Sachant que cette recherche, maintenant, ça peut être mené jusqu'au 14e jour de développement de l'embryon. Donc ça, c'est les recherches. On a aussi toute la polémique sur le diagnostic préimplantatoire qui n'est pas passé en seconde lecture à l'Assemblée nationale, mais malheureusement pas pour de bonnes raisons, puisque le ministre de la Santé a expliqué qu'ils étaient en train de tester un programme hospitalier beaucoup plus vaste dans lequel on était en train d'étudier la possibilité d'identifier beaucoup plus que 3 maladies génétiques, mais une cinquantaine de maladies génétiques sur les embryons, et que donc il fallait attendre le résultat de ce programme hospitalier pour voir si on mettait le diagnostic préimplantatoire, mais élargi. Voilà, donc ça c'est l'avenir de demain. On a aussi la création de chimères animales humains, puisqu'a été autorisée l'insertion de cellules humaines dans des embryons animaux. Le but affiché, c'est de pratiquer de la xénotransplantation, c'est-à-dire de faire produire par exemple à un porc un rein ou un foie humain, et ensuite de l'implanter chez des hommes et des femmes qui auraient besoin d'un rein ou d'un foie. Alors, outre toutes les problématiques que ça pose, parce qu'on ne sait absolument pas si l'homme sera capable de recevoir cet organe qui a été produit dans le corps d'un animal, les scientifiques, en outre, sont incapables de mesurer les conséquences de l'insertion de ces cellules humaines. C'est-à-dire que, par exemple, déjà, ils ne sont pas d'accord sur le nombre maximal, le pourcentage maximal de cellules humaines qu'on pourrait insérer. Et comme la France s'aligne sur les autres pays, il y a des pays qui disent on pourrait en insérer 5%, et il y a d'autres qui disent 50%. 50% de cellules humaines dans un animal. Par ailleurs, les scientifiques sont incapables de garantir qu'il n'y ait pas de migration vers le cerveau. C'est pas parce que vous mettez des cellules humaines de foie que finalement on sait maîtriser leur absence de développement dans d'autres cellules qui migreraient vers le cerveau. Qu'est-ce qu'on fait d'un animal dans lequel, dans le cerveau, on a des cellules humaines? Et par ailleurs, on a un franchissement de la barrière des espèces, et quelles en sont les conséquences sur la prochaine pandémie, par exemple. Donc c'est des questions auxquelles on a devant nous des scientifiques qui sont totalement aveuglés et fascinés par les technologies, qui refusent à quiconque le droit de poser ces questions, d'interroger, qui refusent tout principe de précaution qui pourrait être introduit dans la loi de bioéthique au profit de leur recherche, de leur business, etc. Et la dernière mesure dramatique qui a été introduite, c'est l'interruption médicale de grossesse avec le motif de détresse psychosociale, vous en avez entendu parler. Ça a été un cavalier législatif, c'est-à-dire qu'on n'en avait pas parlé jusqu'à cette seconde lecture. Ça avait été rejeté par la commission spéciale début juillet, ça a été réintroduit de force fin juillet. Donc maintenant, une femme qui sera en situation de... On ne sait pas ce que c'est que la détresse psychosociale, mais on va dire dans une situation compliquée, psychologiquement ou socialement, elle va être incitée à avorter son enfant jusqu'au 9e mois de grossesse. Donc on nous a cité, et c'est vraiment un déni d'humanité, parce que les cas qui ont été cités pour justifier cette mesure, c'est par exemple le cas d'une femme qui subirait des violences de la part d'un environnement conjugal ou familial, et qui aurait déjà des enfants. Mais est-ce que pour cette femme, la bonne réponse à lui apporter, c'est pas plutôt de lui dire on va trouver un logement, un foyer où on va pouvoir vous accueillir, vous
et vos enfants, vous mettre à l'abri, vous protéger, et que vous puissiez mener cette grossesse à terme, plutôt que de lui dire, bah écoutez, bon, déjà on va vous laisser dans votre environnement violent, mais par contre vous allez avorter, ça va résoudre le problème. On est vraiment dans un véritable déni d'humanité. Bon, avec tout ça, il faut quand même, je conclue sur ce point-là, en disant que, malgré ce tableau très noir que je viens de vous brosser, il faut quand même pas perdre l'espérance. J'ai écouté une intervention de Monseigneur Dornelas, et il disait la résilience de l'homme sera quand même toujours plus forte que la fascination devant ces techniques. Et je crois qu'il a raison de dire ça. Il y a une résilience dans l'homme qui fera que la prise de conscience, elle n'est pas lointaine. Il y a beaucoup de gens, quand on leur essuie ce qu'il y a dans le projet de loi, qui sont effarés. Et vraiment, il peut y avoir un retournement et une prise de conscience des folies qu'on est en train de faire. Donc il ne faut pas perdre espoir. Et puis de toutes les manières, même si le projet de loi de bioéthique devait être adopté, on est dans une salle paroissiale, je pense que la majeure partie d'entre vous a une foi chrétienne. On sait que le Christ a déjà vaincu, donc s'il a déjà vaincu, c'est une réalité aussi dans notre vie. Donc peut-être qu'on va passer par une phase difficile et douloureuse, mais in fine, le Christ a déjà vaincu et les choses se remettront un jour dans le bon ordre. Mais pour ça, il faut aussi y travailler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire bon, j'attends la parousie, puis en attendant, je ne regarde pas ce qui se passe autour de moi. Il faut quand même y travailler. Donc, encore une fois, je vous renouvelle mon appel à aller manifester demain, à écrire à vos députés, à vos sénateurs, à vous former ce que vous faites, à informer largement autour de vous, à former les jeunes. Moi, j'insiste beaucoup sur la formation des jeunes, parce que je pense qu'il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui sont déformés par ce qu'ils entendent autour d'eux, qui ont besoin de connaître cette réalité et qui seraient tout à fait prêts à s'engager. Et il y a un mouvement dans cette jeunesse d'une certaine radicalité pour faire des choix contre notre système, contre les excès de notre système. Donc il faut vraiment investir sur cette jeunesse. Il faut aussi, particulièrement dans le domaine de la PMA, il faut beaucoup former les jeunes au fait qu'ils vont être confrontés eux-mêmes à cette réalité. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, en mettant l'accent sur la procréation artificielle, on a complètement arrêté la recherche sur les causes de l'infertilité. Aujourd'hui, on sait que l'infertilité, elle a 50% féminine, 30% masculine et 20% de causes mélangées. Mais une fois qu'on a dit ça, on s'arrête là. Donc, on sait très bien qu'on a des facteurs environnementaux, on a les facteurs de stress, on a les facteurs de pollution, on a les facteurs chimiques, mais on refuse de les prendre en compte. Donc le taux d'infertilité au niveau mondial, c'est à peu près 15% aujourd'hui. En France, on estime qu'un couple sur 7 ou un couple sur 8 est confronté à une infertilité. Donc ça veut dire que même autour de nous, dans les jeunes qu'on rencontre, on connaîtra tous des jeunes qui vont être confrontés à cette situation. Or, quand un couple de jeunes ou de moins jeunes est confronté à la fertilité, le seul discours qu'il entend, c'est celui des médecins, qui vont lui dire c'est très simple, il y a les techniques, vous passez par les techniques et tout va bien. Et d'ailleurs, demain il y a le salon du livre chrétien, il y a Blanche Treb qui est là et elle dit dans son bouquin qu'elle, on lui a proposé directement de recourir à la gestation pour autrui, et quand elle a dit qu'elle voulait pas, on lui a dit écoutez, de quoi vous plaignez à ce moment-là? Arrêtez de pleurnicher parce que vous n'avez pas d'enfant, alors que vous pouvez très bien, avec la gestation pour autrui, avoir l'enfant que vous voulez. Et pour résister à cette fascination des techniques et pour résister à ces injonctions tellement fortes qui sont données par la société, par le corps médical, il faut avoir réfléchi en amont, c'est-à-dire se dire, pour des jeunes dès maintenant, avant de s'engager dans une relation de couple, dans une relation de mariage, par exemple dans tout ce qui est préparation au mariage, je pense que c'est vital aujourd'hui de leur dire mais qu'est-ce que vous allez faire quand vous êtes confronté à la fertilité? Est-ce que vous êtes prêt à renoncer à ce qui peut vous paraître comme un bonheur qui vous est dû, parce qu'en plus aujourd'hui dans toute la littérature on vous dit que l'enfant est dû. Pendant le confinement il y avait des journalistes qui avaient interviewé des patientes de centres de PMA et elles disaient on est victime d'une discrimination parce qu'on n'a pas accès au centre de PMA, mais les couples on leur interdit pas de concevoir un enfant sous la couette. C'est vraiment on marche sur la tête. Donc il faut vraiment préparer les jeunes en leur disant ayez une vraie colonne vertébrale, préparez-vous peut-être à devoir renoncer à un bonheur immédiat,
et à les faire s'ouvrir sur d'autres formes de fécondité. Je rappelle toujours qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Certains sont déjà bien pris en charge par des familles, mais il y en a beaucoup qui auraient besoin de familles d'accueil, qui n'en ont pas. Donc c'est un chemin exigeant, mais c'est un chemin de fécondité réelle. Il y a aussi par exemple, il y a beaucoup de mères seules aujourd'hui qui ont des enfants et qui auraient besoin d'être assistées, aidées. Donc il y a des associations de parrainage qui se mettent en place, mais il manque cruellement de parrains, de marraines qui acceptent de s'engager auprès d'un enfant avec un engagement qui est exigeant. Ça veut dire le recevoir un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires, l'aider dans son travail, l'aider dans sa formation. Donc c'est un véritable engagement et ça peut être vraiment une vraie forme de fécondité. Et je pense que c'est à ça qu'il faut préparer nos jeunes. Voilà, je crois que je suis à peu près dans les temps et maintenant vous allez pouvoir poser des questions si vous le souhaitez.